qu'est-ce que c'est un numéro de téléphone? C'est un identifiant unique qui change très rarement et qui est lié à votre personne physique. Et donc, ça va être un moyen assez simple de relier Baptiste Robert dans la vie numérique au Baptiste Robert de la vie réelle. On finit sans transition cette émission avec un vrai ou faux que tu nous as préparé, Mathieu. C'est parti. Attention, pression. Attention, pression. Vrai ou faux? Donc des affirmations. Oula, il a déjà enchaîné à la régie. Des affirmations vont apparaître à l'écran. Le but étant de dire si elles sont plutôt vraies ou plutôt fausses. Ce que vous en pensez. Et ça va être alternativement, entre toi, Baptiste, et toi, Michael. Parce que moi j'ai déjà un petit peu peur, mais est-ce que tu vas me tester sur des connaissances techniques? Parce que là, non. J'ai une pression. Non, c'est plutôt des avis, ce que vous en pensez. En fait, après, on peut en discuter. J'allais dire, est-ce qu'on tient les scores ou pas? Non. Il n'y a pas de score cette fois-ci. Une prochaine fois, si vous voulez. Ça arrive parfois. Baptiste, il est conseillé de changer régulièrement de numéro de téléphone pour préserver sa vie privée. Alors, c'est vaste question. Vaste question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le numéro de téléphone, quand vous inscrivez sur un service, sur Internet, parfois on vous demande votre numéro de téléphone. Parfois on vous le demande et en fait ça c'est absolument pas du tout lié au service en question. Ouais. On va jamais vous envoyer un texto. C'est juste histoire de quoi. Et en fait, c'est pas vraiment juste histoire de. Et ce qu'il faut comprendre, c'est réfléchissez 30 secondes. Mettez-vous quels sont les identifiants qui sont liés à votre personne, vos identifiants numériques qui ne changent que très rarement. Votre numéro de téléphone, votre numéro de sécurité sociale. J'allais dire ça, mais c'est vrai qu'à part ça... l'adresse email que vous avez créée quand vous étiez au collège. C'est quand même plus rare qu'on nous demande notre numéro de sécu quand on s'inscrit sur un site. Alors, numéro de sécu, on peut pas parce que gouvernement, blabla, etc. Ouais. Mais ton numéro de téléphone... Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez changé de numéro de téléphone? C'est assez rare. Les gens qui changent beaucoup de numéro de téléphone, c'est plutôt rare. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est un numéro de téléphone? C'est un identifiant unique qui change très rarement et qui est lié à votre personne physique. Et donc, ça va être un moyen assez simple de relier Baptiste Robert dans la vie numérique au Baptiste Robert de la vie réelle. Je sais que Baptiste Robert, il s'est inscrit sur le service X avec ce numéro de téléphone-là. Donc, si... par le plus grand des hasards. Même avec un autre mail, il s'inscrit. Exactement. À un autre service, il a mis le même numéro. Et il y a des gens dont c'est le métier, vous avez peut-être déjà parlé de ce type de profession-là, c'est des data brokers. Ils vont racheter des données un peu partout sur Internet et je vais prendre toutes les données et je vais les fusionner entre elles. Et je vais les fusionner à partir de quoi? Pour faire une fusion, il faut un point commun. Et le point commun, ça va être mon numéro de téléphone. Et donc, effectivement, si j'ai un numéro de téléphone unique d'un côté dans une base et un numéro de téléphone unique de l'autre côté, je sais que en fait, Baptiste Robert, il s'est inscrit avec le numéro de téléphone et sur un autre service, il s'est inscrit sous le pseudo F-Society. Donc, je suis capable de faire une nouvelle association. Baptiste Robert, en fait, il a le pseudo F-Society parce qu'il a utilisé le même numéro de téléphone sur deux services distincts. Et puis, il suffit qu'il y ait un service qui ait eu une fuite de données un jour. Oui, c'est ça. Et du coup, après, faire des enchaînements de corrélation. On relie tous les bases de données qui circulent sur Internet. Exactement. Alors, j'ai absolument pas répondu à la question. Est-ce qu'on change de numéro ou pas? Oui. Moi, j'ai jamais changé de numéro, par exemple. La réponse, c'est plutôt oui. Mais la sécurité et la vie privée, comme tu as dit, c'est chiant. La sécurité et la vie privée, c'est une affaire de compromis. Ouais. Et c'est savoir accepter ses risques. Donc, le premier réflexe, c'est, je dirais... Non, changez pas de numéro de téléphone, mais pesez le pour et le contre quand vous rentrez votre numéro de téléphone quelque part. Peut-être, vous pouvez garder votre numéro de téléphone, mais ayez des numéros de téléphone temporaires. Il y a des applications très bien qui font ça. On-Off, par exemple, fait ça très très bien. Il y en a d'autres. Vous pouvez acheter des numéros de téléphone à la demande, c'est assez facile à faire. Et ayez le réflexe d'avoir des adresses email poubelles, des numéros de téléphone poubelles qui vous permettent de s'inscrire, si c'est vraiment obligatoire, à un service. De minimiser en fait au maximum la surface. Quoi. Exact. Ou alors, et c'est quelque chose que je répète souvent, de mentir. Mentez au maximum. Mentez un maximum sur Internet. Mais il faut mentir de manière cohérente. C'est là où on reconnaît les bons menteurs. C'est-à-dire que y a beaucoup de personnes qui disent non mais moi ok la vie privée j'ai bien compris ce que tu m'as dit Baptiste mais t'es mignon, moi ça fait déjà quelques années que je suis sur Internet, j'ai tout balancé, c'est trop tard, c'est fini pour moi, c'est trop tard. Mais en fait non, c'est à dire que c'est pas fini, tu vas te créer une nouvelle identité. Moi parfois je suis John Doe
Parfois, je suis un John Doe, je suis un garçon, j'habite aux États-Unis. Parfois, je suis Jane Doe, j'habite en Asie. Rien à voir. Et je change régulièrement d'identité, mais je change de manière cohérente. C'est-à-dire que quand je vais m'inscrire dans un service sur Twitter, sur Facebook, sur quoi que ce soit, je suis Jane Doe avec la même. Oui, tu as des groupes de Jane Doe, il a toujours potentiellement la même adresse. La même mail. photo, c'est la même photo qui est une femme, forcément, avec dans différents lieux. J'ai la même biographie, j'ai la même année de naissance, et je reste cohérent, entre guillemets, dans mon mensonge. Ouais. Et régulièrement, cette identité, je vais la mettre à la poubelle, je vais en créer une nouvelle, etc. Et en fait, les gens qui vont collecter la donnée, parce qu'il y en a, ils vont se dire, attends, Baptiste Robert, là, avec tel numéro de téléphone, il s'est inscrit à plus rien depuis des années. C'est un peu bizarre, je peux pas le relier à John Doe, qui lui a duré quelques mois et qui n'existe plus maintenant. Et donc c'est un peu, entre guillemets, de tromper tous les gens qui collectent et les algorithmes derrière qui vont traiter la donnée avec des identités qui sont en fait complètement bullshit, et vous allez tromper avec de la fausse donnée. La dernière personne qui m'a dit ça, c'était un chercheur, enfin c'était quelqu'un qui faisait de l'OSINT. Du coup, c'est cohérent. Visiblement, c'est une pratique. Tant mieux. Non, mais c'est super intéressant. Et ça s'appelle c'est ce qu'on appelle les sock puppets en OSINT, qui sont énormément utilisés, qui nous permettent de faire les investigations. C'est-à-dire que quand je vais aller investiguer sur une personne dans un cas particulier, je ne vais pas m'amuser à utiliser mon compte personnel, encore moins à lui laisser des messages ou quoi que ce soit. Donc, on a l'habitude de créer des faux comptes avec des fausses identités de manière à pouvoir faire notre travail correctement. C'est vrai que si tu cherches un terroriste et que tu glisses et que tu likes. Zut, dommage. Mon compte perso. Bon, en tout cas, plutôt vrai. Pardon. Plutôt vrai. Mickaël, la suivante. Baptiste Robert est interdit d'entrer sur le territoire indien. Pour l'instant, ne répond pas. On va laisser Mickaël donner son avis là-dessus. Je pense que c'est pas le cas, notamment pour l'argument que tu as donné tout à l'heure, qui est que tu as maintenant une personnalité suffisamment publique pour que ce soit ça compliqué. Mais c'est une théorie. C'est une théorie que je formule. Donc tu dirais faux? Je dirais faux, même si franchement je pense qu'ils seraient pas ravis non plus, quoi. Alors, est-ce que déjà tu oserais y aller? Je vais même leur répondre au présent. On m'a fait la proposition plusieurs fois. Alors, on m'a fait la proposition officiellement par plein de moyens différents. On m'a fait une proposition dans un voyage officiel. Donc passer en mode diplomatique, etc. On m'a fait la proposition de passer par les montagnes à la frontière. Beaucoup moins diplomatique. Beaucoup moins diplomatique. On m'a fait la proposition d'arriver à l'aéroport et normal comme tout le monde. J'ai toujours refusé. Pour une simple et bonne raison. C'est pas forcément de la peur, mais c'est que si je peux m'éviter des ennuis, c'est bien aussi. C'est vrai qu'il est possible que j'ai tapé sur le système de 2-3 personnes là-bas, mais j'ai aussi plein de sympathisants, entre guillemets. Mais en tout cas, Narendra Modi a gagné les élections, donc a un deuxième mandat. Il est encore là pour quelques années. Je vais éviter pendant sa période de prendre des vacances là-bas, de survoler le territoire. Voilà, ce type de choses. On ne va pas aller chercher les ennuis, mais c'est un pays que j'adorerais visiter parce que ça a l'air magnifique de tout ce que j'en ai vu, et j'ai vu pas mal de trucs, ça a l'air magnifique. Mais et sur le côté sympathisant, c'est vrai que moi j'étais assez impressionné de voir que sous tes tweets, etc., tu as une fanbase du coup maintenant d'Indiens qui te remercie du travail que tu fais là-bas, qui fait, du coup, comme on en discutait, bouger beaucoup de choses, quoi. Mais c'est fou de se dire que tu as une fanbase comme ça, tu sais, à l'autre bout du monde, l'endroit où tu n'es jamais allé. En fait, ce qui est assez irréel, c'est de se rendre compte que faut vraiment se remettre dans le contexte. Encore une fois, je suis juste un gars normal posé dans mon canapé à Toulouse. Et en fait, j'ai créé un truc de fou furieux où je suis passé sur toutes les télés indiennes. Et en fait, la télé, c'est vraiment le vecteur. Et ils sont 1,4 milliard. Ouais, mais et en fait, si tu veux, j'avais une collègue indienne quand je travaillais en Suède qui est rentrée chez elle et qui regardait la télé indienne locale. Et qui est revenu le lendemain matin, qui m'a dit « Mais Baptiste, j'ai vu ta gueule dans la télé indienne, mais qu'est-ce que t'as fait ?» Et en fait, je suis passé partout, et c'est assez irréel de se dire « Attends, mais on est en train de parler de moi dans un pays qui est gigantesque, avec une audience de fou. » Et c'est compliqué de se dire « Ok, sur Twitter, je vois plein de réactions, des bonnes, des mauvaises, mais je me rends pas trop compte de l'impact. Est-ce que c'est réel? Comment je peux le sentir ?» Et c'est assez impressionnant, c'est un peu la magie des réseaux sociaux pour ça. Et franchement, c'est une super expérience. Moi, j'en garde des super souvenirs. J'ai fait un truc improbable en plein milieu de l'après-midi. J'ai fait l'équivalent de BFM, en gros un interview en direct, genre live avec les bandeaux, machin. J'avais pas dit que je m'appelais Baptiste Robert, c'était déjà public, mais elle m'a dit « Vous appelez Elliot Alderson ?» Je fais « Oui,
oui, bien sûr. Et donc il y avait Elliot Alderson en direct, machin, et c'était à 20h, donc vraiment le pic de l'audience sur une des plus grandes chaînes d'infos de là-bas. Et en fait, j'étais dans mon salon. Moi, j'étais sûr. J'attendais la chute, j'étais sûr. Tranquille, voilà. Et c'est assez fou de se dire, ouais, en fait, je viens de passer genre à une chaîne qui est juste gigantesque. C'est-à-dire que là-bas, tu ne pourrais pas te balader dans la rue, en fait. Ouais, si, quand même. Mais ici, t'es peinard. Ici, je suis peinard, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai discuté avec certains de mes proches. Forcément, je suis devenu un peu public, et c'est vrai que parfois, quand je vais en conférence, tu sens les regards. C'est peut-être quelque chose que tu expérimentes aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est assez étrange parce que des gens, c'est très cool. J'ai des jeunes, des moins jeunes qui disent ah, c'est cool, merci, ou franchement, c'est sympa, continue. Voilà. Donc, ça, c'est au-delà du côté gratifiant, c'est super cool parce que tu rencontres des nouvelles personnes. Moi, j'adore discuter avec de nouvelles personnes. Et après, tu as des gens qui se regardent comme ça et disent ils sont pas du tout discrets. Le fameux sixième sens. Ouais, et t'as envie de dire bah mec, viens, on se serre la main, c'est cool, on se fait copains et puis voilà, il y a pas de problème. Mais il y a un petit côté un peu étrange parfois. Et du coup, le fin mot de l'histoire sur la question, est-ce que je ne sais pas. La réalité, c'est que je ne sais pas, mais je vais pas tenter. Très bien. Vrai ou faux suivant pour toi, Baptiste? Chap, le WhatsApp de l'État français est plus sécurisé que WhatsApp ou Telegram, source l'État français. Qui a annoncé ça? Ah oui, d'accord. Ça, c'est une bonne blague. C'est une bonne blague pour commencer la soirée. C'est une bonne blague parce que il faut dire que tu as Poon l'application en 1h15. Après la sortie. Genre, ils ont annoncé c'est plus sécurisé que WhatsApp et Telegram. Tu as Poon l'application en 1h15. Alors, exactement. En fait, le truc de départ, c'est qu'ils ont sorti ça un jeudi. C'était un jeudi et donc ils avaient une campagne de communication qui était bien ficelée. Hein. Ils avaient engagé tous les meilleurs communicants j'allais dire de France, mais tous les meilleurs communicants en disant voilà, la France elle est souveraine, c'est une nouvelle application, c'est mieux que WhatsApp, Telegram, tout le gouvernement va l'utiliser, tous les ministères vont l'utiliser, c'est génial, on est des fous. 1h30. Et du coup, le vendredi matin à 9h, c'est une anecdote que je raconte souvent, le vendredi matin à 9h, je suis comme un peu beaucoup de développeurs feignants et j'ai pas envie de travailler. et du coup, je me dis, j'ai pas envie de travailler, je regarde mon fil Twitter comme beaucoup trop souvent et je vois ce truc-là. Plus sécurisé que WhatsApp, machin. Et je suis un peu, comme je racontais tout à l'heure, je suis un peu le hacker de base, donc je me dis, on va voir. J'ai bien envie de regarder. Et du coup, effectivement, comme on voit... Emmanuel Macron, comment puis-je vous contacter? C'est très très urgent. Il y a quand même un pattern sur contacter les gens via Twitter. C'est ça qui est marrant. Je suis assez mal poli comme garçon. C'est très très urgent. C'est pas mon meilleur tweet là. Et donc en fait je commence à 9h et effectivement à 10, normalement on pouvait s'inscrire à Chap seulement si on faisait partie d'un ministère. Jusqu'aux dernières nouvelles, je fais pas partie d'un ministère et encore moins de l'Élysée, et j'ai réussi à m'inscrire en tant qu'employé de l'Élysée en trouvant un bug directement dans Python, et c'est ça qui était le plus beau. Quoi? Le gouvernement a encore fait une application open source où tout le monde peut s'inscrire. Mais le plus beau de la chose, en fait, c'était que dans la campagne de communication, c'était c'est souverain, c'est français. Et en fait, quand j'ai réparé le bug, quand j'ai discuté avec les équipes là-bas, en fait, j'ai discuté avec des Anglais. Donc, c'est des Anglais qui ont fait l'application. Et ce qui déjà, c'est moyen. Déjà, coup dur. Voilà. Coup dur pour la souveraineté. Et ce qui est très drôle, et c'est aussi tout le jeu que j'ai eu sur mon Twitter pendant des années, c'est beaucoup de communication. Et j'ai réussi à casser complètement la campagne de communication qui avait été prévue. C'est-à-dire que le jeudi, ils ont sorti un truc, on est les plus forts, machin. Et le vendredi, un hacker français a réussi à casser. Et t'as le choc des communications qui s'est fait. Des campagnes de com comme ça, c'est des millions d'euros. L'argent public à cause de toi part à volo. Et ce qui est assez grisant, c'est que t'as un petit con comme moi qui est au milieu et qui rigole comme ça et qui regarde les articles pendant plusieurs Mais elle existe, j'ai l'impression qu'elle existe toujours, cette application. Elle existe toujours, ils ont réparé les bugs et elle est de plus en plus déployée. Ils ont mis un peu de budget dessus. Il y a eu un appel d'offres il n'y a pas longtemps. Donc ça se développe et c'est très bien. Franchement, c'est vraiment cool. Mais c'est toujours pareil. C'est le message que j'avais essayé de porter publiquement et aussi en privé, de dire, avant de gonfler les muscles, commençons. Il faut monter l'escalier marche par marche. Commençons à déployer le truc tranquillement. Et après, on se dira qu'on est... Si je peux me permettre, ils ont eu la correction de bug la plus rapide de l'histoire. C'était quand même pas si mal. C'est pas mal. Alors j'ai fait mieux en correction de bug. Je digresse un peu, mais j'avais trouvé une faille de sécurité dans le Tinder des Républicains.
D'accord. C'est-à-dire alors déjà. sous Trump, les électeurs de Trump, peut-être que tu le savais pas, mais avaient du mal à trouver l'amour. D'accord. Et donc, ils ont fait une application dédiée. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça sur Twitter, je me suis dit, quand même, c'est assez rigolo. Et donc, 3 heures après le lancement de l'application, j'ai réussi à obtenir toute la base de données avec toutes les conversations des privés, machin, etc. T'es mignon, t'es mignonne, vas-y, on se donne rendez-vous là, machin. Et là, c'est la version polie, voilà. C'est la version soft. Et donc là, ils ont vraiment eu la correction la plus rapide de l'histoire, puisque 3 heures après le lancement, ils ont eu un petit compte français qui est arrivé en disant les mecs, j'ai votre base de données en fait. Et ils ont fini par me remercier en me disant merci, parce que franchement, t'aurais pu attendre un mois et tu nous éclatais parce que en fait, ils ont eu une pub sur Fox News. Et donc ça allait éclater, le truc allait vraiment exploser. Ils ont pu le corriger avant. Et ils m'ont dit la base de données était merci, relativement en fait. petite quand toi C'était quelques milliers d'utilisateurs. C'est chaud. Ok. Question suivante. Mickaël, Baptiste Robert, comme tout bon citoyen français, a l'application Tous Anti-Covid sur son smartphone. Question que j'ai également envie de te poser. Je n'ai pas l'application Tous Anti-Covid sur mon smartphone. Mais honnêtement, c'est pas un truc mûrement réfléchi de ouf, engagé. Non, c'est vraiment principalement que quand j'ai fait mon pass sanitaire, voilà, je l'ai pris en photo en fait. Puis après, je l'avais dans mes photos. Puis j'ai jamais vu l'intérêt d'installer cette appli. C'est parce qu'il y en a pas. Du coup, ma réponse, non, visiblement, il n'a pas l'application. Alors, effectivement, il y a assez... Mais parce que, en fait, tu es beaucoup intervenu au moment, c'était Stop Covid à l'époque, pour dire qu'il devait y avoir des soucis dans l'application. Moi, ma question, c'est est-ce que c'est toujours le cas avec Tous Anti-Covid? Est-ce que le rebranding a changé quelque chose de l'application? Et est-ce que tu conseillerais de la désinstaller? Ouais. Alors, le rebranding, comme tu dis, porte assez bien son nom, c'est-à-dire que Tous Anti-Covid, c'est le code de Stop Covid, est égal Stop Covid. Il y a zéro différence. Le changement de nom, et ça a été l'escroquerie la plus grande qu'on ait vue assez récemment, c'est-à-dire qu'on a eu une campagne de communication qui s'est très 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 mal déroulée, encore une fois, pour Stop Covid. Peut-être un petit peu à cause de moi aussi et d'autres personnes. Et en fait, l'image de Stop Covid était tellement mauvaise qu'ils se sont dit, vas-y, ils ont réfléchi à plusieurs et se sont mis dans un bureau. Est-ce qu'on corrigerait les problèmes? Non. Alors, on renomme l'appli. Et sur un malentendu, on va balancer ça sur toutes les radios de tout le monde. On va balancer ça à la télévision. Tu vas voir, ça va passer crème. Et c'est passé crème. Et ça a marché parce que derrière nous, on a réussi contre leur gré, on a réussi à monitorer. On a réussi à monitorer en fait les statistiques d'utilisation. Et effectivement, je suis beaucoup intervenu. C'était le confinement, on n'avait pas grand-chose à faire. Ouais. Du coup, on m'a appelé, moi j'ai répondu. Je suis passé dans plusieurs médias, à la télé, etc. sur ce sujet-là parce que c'est un sujet que je connaissais assez bien pour avoir beaucoup travaillé quand je travaillais chez Intel sur le Bluetooth. Et quand on m'a présenté, moi j'étais en discussion effectivement à l'époque avec Cédrico et son cabinet. Et c'est un sujet sur lequel j'avais vu venir de loin, que j'avais suivi d'assez près un peu partout dans le monde. Je voyais les applications de traçage arriver. Et j'avais tout de suite dit, non mais les gars, c'est sûr, ça va pas marcher. C'est pas possible. C'est techniquement, ça ne va pas marcher. Ne faites pas ça, c'est juste nul. Et ils m'ont dit, non, t'inquiète Baptiste, t'emporte pas, ça va bien se passer. T'inquiète, il n'y aura pas ça en France. 15 secondes après, l'application Stop Covid voyait le jour. Je leur ai dit, non, mais les gars, c'est pas possible, ça peut pas marcher pour telle raison, telle raison, telle raison, telle raison. Non, mais en fait, le problème, c'est qu'elle est inefficace, selon toi. En fait, le traçage, le contact tracing par application mobile est une très très bonne illustration du solutionnisme technologique existant. En fait, faire du contact tracing, c'est un métier à part entière. C'est un métier à part entière qui n'existe pas que depuis le Covid. Des pandémies, il y en a depuis des décennies, notamment en Afrique. Et le contact tracing est une vraie discipline faite par des vrais médecins. Et il y a vraiment quelque chose derrière. Il y a un métier. Et en fait, l'application Tous Anti-Covid ou Stop Covid, le but du jeu, c'était de dire la flemme de former des contacts traceurs, de les déployer partout en France, de leur donner la moyenne. Vous allez voir les gars, on a tous un téléphone. Qui n'a pas de téléphone dans la pièce? Ouais, c'est bon. On a tous des iPhones. Ok, on va faire une application, on va mettre 3 geeks dans un coin, on va leur faire une application. Comment on discute? Bluetooth, ouais, ça passe, Bluetooth. Allez, ça marche, c'est vendu. En fait, quand on regarde les stats,
Bah non, on n'a pas tous un téléphone. On n'est pas tous jeunes citadins avec le téléphone dans la poche jusque dans les toilettes. Et ma grand-mère, son téléphone, elle l'ouvre une fois par jour pour regarder si elle a des messages. C'est à peu près tout. Le Bluetooth, elle ne sait même pas le dire. Et elle sait encore moins ce que c'est. Et cette idée-là, ça ne pouvait pas marcher. Et après, techniquement, il y a des... On ne va pas rentrer dans les détails techniques ici, mais on peut pas... le Bluetooth a trop de défauts et pas conçu pour. Et il y a des limitations en plus supplémentaires dans le système d'exploitation, que ce soit Apple ou Android, pour éviter ce type d'utilisation-là. Et c'est là où la France, en plus, a pris une ligne politique. Il y a eu un peu faire ça pour leur propre appli plutôt qu'utiliser le système prévu par Apple. Exactement. Et du coup, comme moi, j'ai dit, bah, c'est peut-être un peu une bêtise. Alors, je ne l'ai pas dit comme ça, j'ai dit peut-être un peu plus méchamment. Et en fait, ils ont rajouté de la politique par-dessus ça. Il y a même eu... Donc, ça aurait été mieux, en fait, d'utiliser le truc d'Apple officiel et de Google? Mieux, tout est relatif. Le truc d'Apple et Google n'a pas beaucoup plus marché. En fait, on s'est rendu compte que les grands partisans, les gens qui ont vraiment lancé ce mode de contact tracing par application mobile, c'est à Singapour. Et Singapour, en fait, a une problématique assez particulière. C'est une petite population, mais qui est sur une île, et qui a une population ils ont des ouvriers, donc une catégorie de la population qui est assez pauvre et qui bouge beaucoup. Et c'est cette population-là qui n'avait pas de téléphone mobile pour la plupart, et encore moins qui avait des téléphones mobiles avec des puces Bluetooth toutes pourries. Et en fait, ils ont mis du contact tracing au début. Ils ont dit ouais, c'est super, pompez-le, vous allez voir, on va régler la pandémie tout de suite. Le Covid, c'est terminé. Donc déjà, c'était une île. C'était pas tout à fait pareil. Contrôler le Covid quand c'est une île, je vais pas dire que c'est plus simple, mais c'est différent. Et au début, ça a bien marché. Et après, c'est parti en cacahuète. Ils se sont dit ouais, ça marche pas bien. On va faire un wearable. On va faire un bracelet, on va faire un collier pour faire le contact tracing. Et après, en fait, à la fin, ils ont lâché l'affaire. Et ça a été le modèle un peu de la France. Et on a fait toutes les mêmes erreurs, mais avec 6 mois de décalage, quoi, grosso modo. Bon, du coup, tu ne conseilles pas d'installer tous anti-Covid? Non, en fait, aujourd'hui, tous anti-Covid ne sert qu'à une chose, c'est d'avoir votre passe sanitaire à l'intérieur. Alors, encore une fois, il faut le redire, allez vous faire vacciner. Non seulement allez vous faire vacciner, et ayez votre passe sanitaire avec vous. Mais aujourd'hui, vous pouvez télécharger en fait le pass sanitaire sur Amélie. Vous avez le PDF et c'est juste, voilà, vous stockez. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. J'ai mon PDF dans mon téléphone et ça fait comme tous anti-Covid. Ou alors vous le prenez en photo, exactement comme toi. Et on est 3 à ne pas avoir l'application sur notre téléphone. C'est vraiment le gouvernement n'a pas pénétré ce bureau. Je sais pas si on a encore le temps pour une petite dernière. Peut-être tu me dis. Une petite dernière. Ok, petite dernière. Bah, pour vous deux, je vais commencer par toi, Mickaël, et puis je te laisserai répondre ensuite. Mon cher Gabin, ça va être la E. Voilà, exactement. Utiliser FaceApp, ça remonte, ce truc. C'est dangereux. FaceApp, c'est une application. On va peut-être voir une image. Alors, je crois qu'on peut toujours utiliser. En fait, j'avoue que ça m'étonne pas tant. Alors, si c'est pas FaceApp, ça doit être des nouveaux parce que j'ai l'impression qu'il y en a des applis qui buzzent comme ça, avec des petits modèles de machines. Voilà, donc on prend le visage de quelqu'un, on le met sur quelqu'un d'autre, et là, ça se voit pas. D'ailleurs, pas très bien. Non, mais là, je pense que c'est peut-être l'objectif, c'est de te montrer une célébrité qui a la même tête que toi. Franchement, je suis très étonné du niveau de l'émission parce que je m'attendais vraiment à voir ta tête sur la dame et là je suis vraiment déçu. Bah non, parce qu'on savait pas si c'était dangereux. Bon alors du coup, est-ce que c'est dangereux d'utiliser FaceApp? J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais le fait de se prendre en photo, d'après moi, de l'envoyer sur un serveur, c'est le genre d'appli... pas d'où ils sont hébergés, mais ça m'étonnerait pas que ce soit des trucs chinois. Juste simplement. Ouais, tu dirais au doigt mouillé que c'est pas ouf. Au doigt mouillé, je dirais envoyer une photo de soi sur un serveur à peu près inconnu, sans trop lire les termes et conditions. Je vais faire la question qui suit derrière. Est-ce que j'ai bon, chef? Oui. Alors, oui, mais pourquoi ce serait dangereux? Même si c'était dans une société française privée où tu sais, pourquoi ce serait dangereux d'envoyer une photo de ta tête à un opérateur privé? Ça peut être détourné, une photo. Pour quel moyen? Dans une base de données, je sais pas. Il y a un futur dystopique où on fait la reconnaissance faciale. Pour quel... Exactement. En fait, c'est exactement le point. Et c'est là où je voulais en venir au tout début. C'est un hacker, c'est quelqu'un de curieux. C'est quelqu'un de curieux qui se pose des questions. Et en fait, c'est pas plus que ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, FaceApp, ok, ça permet de faire un swap, d'échanger les visages sur une photo existante. Donc, je vais me prendre en photo et je vais l'envoyer à une société privée que je connais pas vraiment. Qui a lu les termes et conditions de FaceApp? Pas grand monde. Et vous savez absolument pas comment votre photo va être utilisée. Et en fait, votre visage, on est tous plus ou moins uniques, heureusement. Et en fait, votre visage peut servir
à améliorer, par exemple, un logiciel de reconnaissance faciale au pif. Et en fait, la reconnaissance faciale, comment ça marche? C'est qu'on va prendre beaucoup de données, beaucoup de visages, on va entraîner un modèle, et ensuite, le modèle va être meilleur et va être plus performant s'il a une grosse base de données pour s'entraîner. Et FaceApp et les autres, c'est génial, parce que ça permet... Les gens sont tellement sympas, ils se prennent en photo, ils prennent leur téléphone, ils donnent leur visage directement, et c'est génial. Alors mais après, il y a un petit cool factor qui fait que ça motive, quoi. Je suis à la place de Messi ou je suis à la place d'une jolie femme, mais en fait, j'ai donné une partie de ma vie privée, j'ai donné mon visage, littéralement. Et ça peut alimenter potentiellement des outils de surveillance de masse où après, on a simplement à avoir ta photo pour trouver ton identité. Exactement. Mais j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus de jeux ou d'applications comme ça qui sont un peu des prétextes en fait à récolter des données de façon cool pour entraîner derrière des IA. En fait. Alors moi je pense à FaceApp, je pense un peu, mais alors là t'en vois pas de données donc c'est moins grave, les CAPTCHA où en fait tu reconnais des feux rouges pour les voitures autonomes et tout. Parce que je sais pas si t'as d'autres exemples. Après j'ai l'impression que c'est un usage qui monte un peu. Après les CAPTCHA c'est un super exemple parce que en fait les CAPTCHA c'est super ingénieux. Chez Google, ils avaient un problème, c'est de dire on a Google Maps, ça marche plutôt pas mal. Je vais rue des Lilas, ça c'est bien. Par contre, que je vais 7 rue des Lilas, ça marche pas top parce que le 7, j'arrive pas à le reconnaître. Et quand on réfléchit 3 secondes, on se dit ouais, le 7 en France, c'est comme ça, mais en fonction des rues, c'est pas tout à fait le même numéro. Parfois, le numéro, il est pas là. En fonction du pays, le numéro est pas pareil. Je vais demander aux gens, en fait. je vais demander aux gens de le reconnaître pour moi. Et de l'autre côté, et pareil, je prends le numéro, mais c'est pareil pour les voitures. Je fais une voiture autonome. J'ai besoin d'entraîner vraiment ma base de données, mon modèle pour que ma voiture autonome, elle reconnaisse les autres voitures, elle reconnaisse les poteaux, elle reconnaisse les passages piétons. Et l'intelligence collective, finalement. Et en fait, on utilise l'intelligence collective. Et à côté de ça, ils avaient un autre souci qui était, OK, on a des bots qui essaient d'accéder au site internet. Attends, et là, il y a un mec qui a pris 2 neurones, qui les a connectés entre eux et qui s'est dit, les mecs, attendez, on peut résoudre 2 problèmes en une seule action. On va demander aux gens, on va mettre un CAPTCHA et en plus, on va permettre à notre base de données de s'entraîner au mieux. On me dit dans l'oreillette que le gouvernement indien se venge puisque on subit un DDoS. non, c'est juste que ça bug. On a des petits bugs. Notre internet qui est en fin de vie, mais c'est pas grave puisqu'on arrive de toute façon à la fin de cette émission.